Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Morel, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Bonjour et merci de nous suivre ce mardi 4 juin 2024 pour une nouvelle édition en direct et en replay du grand débat de la filière visuelle. Nous sommes heureux de vous y accueillir avec les partenaires de l'émission, Point Vision, Johnson & Johnson et Essilor. Les enjeux sont importants. Pour l'ensemble des professionnels qui sont engagés, nous les décrypterons en 2 séquences pendant 90 minutes à peu près. Nous traiterons d'abord des questions posées par le développement de la filière scientifique, développement médical, industriel, du monde de la vision, de l'ophtalmologie, de l'orthopsie et de l'optique. Et puis nous évoquerons dans un deuxième temps les sujets d'actualité qui interpellent les professionnels du secteur. Vous pouvez dès à présent réfléchir et poser vos questions. Nous les traiterons en fin d'émission autour de 20h15. Je suis heureux d'accueillir pour cette première séquence en ligne avec nous à Lyon Laurent Kodjikian, professeur Kodjikian. Bonjour, vous nous entendez ? Parfaitement. Bonjour Voilà. à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Je suis à ma droite Prunemar. Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes la directrice générale d'Essilor France. Vincent Perrin, vous êtes le directeur général de Johnson & Johnson Vision Care. Bonsoir à toutes et à tous. Et Gonzague Facon, docteur Gonzague Facon, vous êtes chirurgien ophtalmologiste à Lille et vous êtes le nouveau directeur médical de Point Vision. Nous voulons faire un point ensemble, Merci et bonjour à vous. Un premier point ensemble sur les enjeux scientifiques, les enjeux médicaux, les enjeux technologiques en ophtalmologie, et peut-être faire également un petit rappel sur l'état de la recherche et des soins dispensés en France. Vous êtes, Laurent Kodjikian, un spécialiste de la rétine, notamment de la DMLA et des traitements médicaux et chirurgicaux. Vous êtes investi dans plusieurs sujets et plusieurs champs de la recherche et de la formation universitaire. Est-ce que, peut-être pour commencer notre entretien, pourriez-vous nous donner quelques points de repère sur la spécialité de l'ophtalmologie aujourd'hui et dans les années à venir, peut-être ses forces, ses faiblesses, les sujets d'évolution, voire de transformation, peut-être les raisons d'espérer? Alors, vaste question, je vous remercie de me les poser. Moi, je dirais déjà que j'ai été interne, j'ai débuté mon internat en 1996 et j'ai l'impression que chaque année, je fais quelque chose de différent de l'année d'avant. C'est-à-dire que c'est une des spécialités de l'ophtalmologie qui a le plus innové en 28 ans pour moi, c'est ma 29e année d'ophtalmologie. Et donc, on a une évolution technologique, scientifique, technique réelle d'année en année. Et donc, on a plein de nouvelles voies thérapeutiques, de nouvelles procédés, de nouveaux traitements à venir. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre un peu dans le détail ou pas. Mais... Oui, pardon, je vous ai coupé. Par exemple, pour la rétine, sur la DMLA, on a les anti-VEGF qui sont arrivés dans les années 2006, qui ont révolutionné la prise en charge de la DMLA et oxydative, puisque dans le monde, avec toutes les études nationales du Danemark, d'Israël, aux États-Unis aussi, dans tous les pays où on a pu avoir des données au niveau national, on a vu la cécité légale diminuer de moitié. Donc, c'est une vraie révolution thérapeutique, par exemple. On a les thérapies géniques qui sont arrivées avec le Luxturna en premier, donc en incorporant dans la cellule un gène grâce à un adénovirus pour que la cellule finalement sécrète une nouvelle protéine, une protéine manquante par exemple, vous arrivez à traiter une maladie génétique de type rétinopathie pigmentaire de l'enfant. Mais on a des thérapies géniques qui vont arriver dans la DMLA. Donc avec une seule injection, on va pouvoir potentiellement traiter des patients pendant 3 ans, 5 ans, voire plus longtemps. Alors qu'actuellement, on a environ 7 à 8 injections par an. On a les thérapies cellulaires qui vont venir pour cette fois restaurer la vision. On a les anticompléments qui vont arriver dans la DMLA atrophique pour essayer de ralentir la baisse d'acuité visuelle. On a la chirurgie par réalité en 3 dimensions qui est arrivée déjà depuis plusieurs années. On a les simulateurs pour nos internes. Maintenant, moi, à mon époque, on commençait sur l'humain. Aujourd'hui, les internes sont obligés de commencer sur des simulateurs chirurgicaux, de valider plusieurs points dans la chirurgie de la cataracte, notamment, parce que c'est la chirurgie la plus fréquente en ophtalmologie et d'ailleurs dans le monde. Première chirurgie qui se dispute la première place avec la circoncision.
dans le monde. Donc, selon les années, ça dépend. Et donc, maintenant, nos internes commencent sur leur première année d'internat, ce qu'on appelle la phase socle. Ils doivent valider des points en simulation chirurgicale avant de pouvoir toucher l'humain. Donc, vous voyez, il y a bon, je pourrais en citer d'autres et je ne veux pas monopoliser la parole et vous aurez sûrement d'autres questions à me poser, mais il y a plein d'innovations. Oui. On a une autre innovation qui arrive, qui n'est pas encore arrivée vraiment en ophtalmologie, mais qui est un véritable problème et on n'en parle pas assez. C'est la contamination de nos embouts, de nos collyres. On a des industriels avec nous, notamment le directeur de Johnson Johnson, mais nos collyres, vous savez qu'on utilise énormément de collyres en ophtalmologie pour plein de pathologies. Et donc, ces collyres peuvent s'infecter. Les industriels, depuis des années, travaillent en fait sur la non-infection du contenu, c'est-à-dire du liquide lui-même, du collyre lui-même. Mais en fait, ils ne pensent, donc avec les conservateurs notamment, dont on connaît les effets indésirables. Mais personne s'est intéressé à préserver, du moins à essayer d'éviter l'infection de l'embout, en fait, qui touche les cils, qui touche l'œil du patient très souvent. Et donc, on a une innovation qui existe. Je l'ai présentée d'ailleurs à mon dernier congrès LOR en décembre 23, qui est par une entreprise qui s'appelle une entreprise Pilot, P-Y-L-O-T-E, dont j'ai aucun lien d'intérêt, hein, je tiens à le préciser. Et donc, ils ont inventé des microsphères d'oxyde minéral qui permettent d'éviter cette contamination. Ils travaillent sur des surfaces. À l'hôpital, on pourrait imaginer des films, du moins, ils ont déjà présenté des films adhésifs autodécontaminants. Donc, c'est vraiment un procédé minéral, ce n'est pas un produit en plus qui permet de décontaminer. Donc, voilà, plein d'innovations Laurent. Oui. Oui, recherche, là, vous évoquez, c'est très intéressant, c'est très bien, ce grand panorama de la recherche en France. Recherche académique, recherche appliquée, c'est ça? Où se fait-elle, cette recherche? Elle se fait en Europe, elle se fait chez nous en France, elle se fait aux États-Unis, en Chine? Dites-nous rapidement. Elle se fait de partout, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle se fait aussi bien à l'hôpital qu'en ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment noter qu'en ophtalmologie de ville libérale, la recherche clinique existe. Alors, ils n'ont pas la force de l'hôpital, parce que la force de l'hôpital, c'est d'avoir une promotion par l'hôpital, d'avoir des PHRC nationaux, donc des projets de recherche hospitaliers nationaux, par exemple, ou interrégionaux. Mais néanmoins, on peut faire de la recherche clinique quand on est aussi en ville. Vous donc, avez, cette recherche, Laurent, on est un peu à distance, donc je vous coupe et je suis désolé, mais pour qu'il y ait un dialogue entre nous. Vous avez évoqué à juste titre les questions de formation. Les jeunes sont toujours attirés par la discipline ophtalmologique? Alors oui, puisque l'ophtalmologie est la première discipline choisie à l'internat, en chirurgie. Donc oui, ils sont toujours attirés. Toujours attirés parce qu'il y a cette innovation technologique, c'est une discipline très technique, et en même temps, il y a plein d'autres attraits, qui est qu'on peut faire de la médecine et de la chirurgie, on n'est pas obligé d'opérer nos patients. Non plus. On a une qualité de vie qui est sympathique, je crois, en tant qu'ophtalmologiste. Donc, beaucoup de choses attirent les jeunes et oui, ça attire. Alors, il faut continuer à les attirer parce que de toute façon, je suis sûr qu'on va en parler, mais la population vieillit, les besoins vont augmenter, on va avoir une épidémie de myopie qui va arriver, qui arrive déjà. On a besoin de plus en plus de professionnels de santé. Et donc là, on en discutera tout à l'heure, j'en suis certain. Mais nous, ophtalmologistes, on ne pourra pas non plus augmenter de façon exponentielle notre nombre. Donc, on a besoin d'être aidé par nos autres acteurs qui sont impliqués dans l'ophtalmologie, que sont les opticiens, les orthoptistes, notamment. On peut dire aux jeunes médecins qui seraient attirés et qui nous regardent et que l'on salue, qui sont attirés par cette discipline, que c'est une discipline, vous les encouragez à suivre votre voie? C'est une discipline épanouissante, merveilleuse, propre, technique, humaine. Je veux dire, honnêtement, c'est très épanouissant parce que c'est vraiment global. Avec peut-être, à vous écouter, enfin vous me contredirez si ce n'est pas le cas, mais peut-être une place plus importante donnée à la chirurgie demain? Oui, c'est-à-dire que il y a 30 ans en arrière, vous aviez dans toutes les spécialités des gens qui passaient par l'internat, qui étaient plutôt chirurgicaux, et puis des professionnels de santé qui passaient plutôt par ce qu'on appelait le périphérique, plutôt les médicaux. Par exemple, pour l'ophtalmologie, c'était le cas, mais pas que pour l'ophtalmologie. Maintenant, nos jeunes veulent tous apprendre la chirurgie, quasiment tous apprendre la chirurgie. Donc oui, il y a une part importante pour la chirurgie. Mais on peut encore aujourd'hui, je pense que c'est important de le dire, on peut encore aujourd'hui être un ophtalmologiste et ne pas faire de chirurgie. Peut-être pour ce premier entretien avec vous, peut-être les points de difficulté, peut-être les faiblesses dans le fond, les écueils à éviter, qu'est-ce que vous nous diriez? Les écueils à éviter, c'est la ressource limitée, on n'est pas assez nombreux de toute façon, donc on a besoin de faire du travail aidé. C'est indispensable de collaborer
aujourd'hui avec les orthoptistes, demain peut-être avec les opticiens, grâce à l'intelligence artificielle et d'autres choses. On a besoin de financement. Je dirais que le gros hic de la recherche en France, c'est qu'on n'est pas, on a du mal à être financé. C'est pour ça que beaucoup de nos cerveaux vont à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce que il est beaucoup plus facile d'obtenir des bourses de recherche. Donc je pense que ça, c'est un souci. La réglementation qui est extrêmement lourde, la RGPD, la réglementation RGPD n'a pas aidé. Les équipements insuffisants parfois, mais ça c'est lié aussi aux problèmes financiers. On a un souci énorme en France, c'est que la médecine coûte extrêmement cher. Et le coûte que coûte, à un moment, il n'est pas possible. Je veux dire, faut faire des calculs. Merci Laurent. Nous allons, merci en tout cas d'avoir commencé à baliser notre entretien qui va être long encore. Et nous allons essayer d'aborder tous les sujets que vous nous aidez à repérer. Gonzague Facon, vous êtes donc médecin, chirurgien ophtalmologiste dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire à Lille, et depuis janvier 2024, c'est tout récent, vous êtes le directeur médical de Point Vision. Vous avez été hospitalier à Lille, à Douai, avant d'intégrer Point Vision, comme d'ailleurs chef de centre de Point Vision du centre de Lille-Léquin. Dites-nous d'abord peut-être quels sont pour mieux vous connaître, vous découvrir, quels sont vos objectifs et les missions dans votre nouvelle direction médicale, en quelques mots. Alors merci Pascal. En effet, moi je suis déjà un vieux du groupe, mais j'ai été appelé... Ça ne se voit pas. Pourtant ça fait bientôt 10 ans. Donc j'ai rejoint le groupe en 2014, mais en effet en 2024 j'ai pris la suite de François Pelen qui a monté un projet assez fabuleux en 2012, dont le projet était de démocratiser l'accès aux soins ophtalmologiques pour tous. Je pense que c'est quelque chose qui est couronné de succès avec ce qu'on voit aujourd'hui de Point Vision. Donc moi je crois vraiment à cette force collective. On va parler de fonctions support au niveau de notre siège, mais à la fois les secrétaires qui font un boulot fabuleux chaque jour. On en parle avec le professeur Kodjikian, les collaborations avec les orthoptistes et opticiens, qui ont permis, via tous ces protocoles aujourd'hui, de défendre la profession aussi, parce qu'on va souvent parler de protocoles, mais on l'a défendu parce que la profession existe toujours à une époque où elle aurait peut-être pu exploser devant les délais. Si on repart en 2010, on avait des délais exceptionnels qui ont été considérablement réduits dans toute la France. Et beaucoup dans les villes où Point Vision est présent. On va y venir parce que c'est, je crois, l'intérêt de ce débat, c'est d'être ensemble, la communauté qui est avec nous, qui nous suit, et donc on va revenir sur cette question. Je voulais, à la suite de ce qu'a dit Laurent Kodjikian, peut-être vous interroger sur la place de la chirurgie dans votre activité. Là aussi, c'est l'accent y est mis sur... Oui, alors je suis d'accord, on ne sera pas assez nombreux de toute façon pour faire tout ce qu'il y a, donc la collaboration a du bon. Point Vision, au départ, dans ce qu'avait pensé François Pelen, c'était surtout des centres de premier recours. On devait pouvoir accueillir le maximum de patients pour leur faire un bilan visuel. C'était aussi du dépistage. Et après, on orientait vers les collaborateurs correspondants de ville et d'hôpital, dans les différents hôpitaux. Maintenant, c'est vrai que ma génération, les jeunes qui ont rejoint Point Vision, sont souvent chirurgiens. On a voulu faire la chirurgie. Et donc, Point Vision s'est développé autour de ce nouveau noyau. On a des centres d'injection intravitrine dans quasiment tous nos centres. On fait beaucoup de chirurgie de la cataracte, beaucoup de chirurgie réfractive, des chirurgies de glaucome, des chirurgies de strabisme selon les régions, et on a des spécialistes un peu dans tous les domaines. Et on est aujourd'hui le premier acteur dans ces différents domaines. Et vous opérez dans des établissements avec lesquels vous êtes liés? On collabore forcément avec tous les acteurs privés de la chirurgie de la cataracte. Niveau chirurgie réfractive, on peut agir être sur différents plateaux, mais on a aussi nos plateaux, c'est vrai. On a 2 plateaux aujourd'hui, à Grenoble et à Lille, et c'est un axe de développement parce qu'on pense à l'innovation, on pense au matériel, et ça en fait partie. Combien de centres aujourd'hui, Point Vision? 54. 54. Vous avez dépassé les 50. Voilà, donc on a un beau maillage territorial, parce qu'on n'est pas encore dans toutes les régions, mais avec 54, on commence à être pas mal. Il reste des dents creuses, on y travaille. C'était ça aussi un peu l'objectif, c'était de favoriser ce maillage territorial. On nous disait que l'ophtalmologie avait déserté la France et qu'il fallait aller... il faut être honnête, il reste des dents creuses, il y a encore beaucoup de boulot. Je pense que les syndicats vont en parler après pour... comment collaborer pour aller dans ces différents endroits. Aujourd'hui, je pense que 80% de la population est bien couverte, mais il reste 20% à aller chercher. Je complète, Gonzague, un petit peu sur ce que vous évoquiez, sur les coopérations interprofessionnelles. C'était aussi un accent, c'est toujours un accent de Point Vision, c'est toujours un objectif. Aujourd'hui, en 2023, 80% de la population travaille en consultation aidée, c'est-à-dire avec des orthoptistes. 2024. Excusez-moi, 2024. C'est les chiffres de 2023, c'est ce que je voulais dire. Mais nous, c'est depuis 2012. 100% de nos consultations sont au travail aidé. Ça a été protocolisé dès le départ.
On a d'ailleurs un protocole qui est certifié par norme ISO, qui est vérifié chaque année. On est certifié chaque année sur le respect de ces normes, et c'est aussi ce qui fait la qualité de notre travail en tant que médecin. On est vraiment dans une super qualité de travail parce qu'on est vraiment aidé par des assistants de qualité. Oui, la télémédecine, c'était aussi un objectif. J'avais animé un débat pas très loin de chez vous, je me souviens. Oui. À Saint-Quentin, en effet, on a fait un test à Saint-Quentin qui, en fait, nous, on pense à la téléconsultation, c'est normal, et c'est aussi ce qui va permettre d'aller dans des régions où on n'est pas aujourd'hui, mais en restant une téléconsultation de qualité. C'est-à-dire que nous, la téléconsultation, le patient ne doit pas lui dire « vous avez quelque chose, allez chercher un ophtalmo ». Il ne comprend pas. Si on a une téléconsultation, qu'on dépiste un problème, que ce soit de la rétine ou une tension oculaire à explorer, on assure qu'il y ait un centre mère dans l'heure de route et qu'on lui assure un rendez-vous dans la semaine. D'ailleurs, c'est une obligation. Dans le protocole qu'on a créé avec la CNAM, qui a été validé par la CNAM. Ça va sûrement rentrer dans le régime commun, mais aujourd'hui, on peut voir des téléconsultations faites à un endroit et interprétées des fois parfois très loin. Merci. Prune-Mar, je suis heureux de vous rencontrer. Donc, je le disais, vous êtes la directrice générale d'un grand groupe français et mondial de l'optique, Essilor France. Vous êtes la directrice générale d'Essilor France. Alors, on dit toujours qu'il y a une forme d'excellence de l'optique, de la filière optique. Et finalement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours une réalité? Alors oui, tout à fait. Il y a une vraie réalité de l'excellence de cette filière optique en France. Et ça, c'est lié à plusieurs facteurs. La première chose, c'est que c'est une filière qui est médicalisée. On l'a dit tout à l'heure, donc autour de l'ophtalmologiste, mais aussi autour des 3 O, donc ophtalmologiste, opticien et orthoptiste. Donc il y a un bon suivi, en fait, en termes de santé visuelle de manière générale. Il y a aussi le fait qu'en France, on a la particularité d'avoir une participation financière à l'équipement optique, majoritairement par les complémentaires santé. Donc ça aide aussi à l'accès aux soins. Et donc d'ailleurs, on retrouve, si on regarde par rapport aux autres pays européens, les taux d'équipement chez les presbytes, par exemple, en France, vous avez 70% des presbytes qui sont équipés de verres progressifs. En Allemagne, c'est que 45%. La filière d'excellence, ça veut dire aussi une filière qui innove. Et donc le groupe dont je fais partie, EssilorLuxottica, a toujours choisi effectivement d'investir en France. D'ailleurs, le berceau d'Essilor, c'est la France. Et l'innovation, c'est vraiment notre ADN. Donc on a par exemple à Créteil, un centre qui est le plus grand centre de recherche en optique ophtalmique au monde, avec 300 chercheurs en termes de centre privé. Exactement. D'accord. Donc, on investit toujours en permanence. Par exemple, EssilorLuxottica, si vous regardez l'ensemble des investissements en recherche et développement dans le monde entier, dans le domaine de l'optique, 70% est porté par notre groupe. Et enfin, la troisième chose qui fait la particularité de cette filière d'excellence en France, c'est son tissu industriel, qui est très fort, que ce soit sur les verres ophtalmiques ou que ce soit d'ailleurs chez les lunetiers. Et Essilor, là encore, investit beaucoup en France, puisque nous venons de sortir de terre et de produire notre premier verre en mars dernier, 2024, à notre laboratoire d'excellence qui se situe à Vissou et qui permet effectivement... En Seine-et-Marne, je le dis parce que Vissou, c'est en Seine-et-Marne. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, madame. Et donc, qui permet effectivement de développer énormément la production française, qui va chercher des standards plus élevés aussi en termes de développement durable, et on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment un fleuron de l'industrie. Ah bon, ben ça c'est super. Alors quand M. Macron, le président de la République, dit qu'il faut réindustrialiser la France, ah ben on s'y emploie. C'est vrai. Tout à fait. D'accord. Et c'est finalement dynamique. Bon, ben écoutez, tout ça c'est quand même important. Il y a des menaces éventuellement si on n'est pas uniquement enthousiaste et si on regarde les choses avec équilibre. Alors, moi je reste très optimiste, mais effectivement on le voit, c'est une filière qui évolue en permanence. Déjà les besoins visuels des consommateurs évoluent en permanence, donc il faut tout le temps être à jour en termes d'innovation, en termes de suivi, de protocoles, de solutions que l'on peut apporter. Et puis il y a des évolutions réglementaires aussi qui évoluent, donc il faut pouvoir naviguer avec tout cela. Oui, peut-être pour résumer un peu votre intervention, les points forts, les points faibles de la France, du monde industriel, pour qu'on garde quelques idées générales, les points forts et les points faibles. Alors, dans les points forts, c'est la filière médicalisée, c'est l'innovation, c'est le tissu industriel qui est extrêmement riche. Et dans les points faibles, moi je dirais pas que c'est des points faibles, d'ailleurs, c'est pouvoir se transformer en permanence pour accompagner les évolutions réglementaires, les besoins visuels des consommateurs. Voilà.
Vincent Perrin, également très heureux de vous rencontrer. Vous êtes le directeur général de Johnson & Johnson Vision Care pour la France et le Benelux. Et vous développez des lentilles de contact, notamment, et quelques solutions comme AccuVue en général. Celles et ceux qui nous regardent doivent savoir exactement ce que c'est. Quel est le développement de la recherche industrielle? Le professeur Khodjikian a beaucoup parlé de la recherche dite académique, mais enfin, et également des rapports qu'il pouvait y avoir avec vous, les industriels, en recherche clinique. Mais cette recherche industrielle d'une manière générale, et puis chez vous en particulier. Donc, bonsoir et merci. Prud'Mar a commencé à l'évoquer. C'est vrai que ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que d'une façon générale, les industriels en santé consacrent beaucoup de leur chiffre d'affaires à la recherche. On dépasse souvent les 10%. Et si vous comparez avec d'autres industries, c'est significativement supérieur. Et je pense que c'est nécessaire, puisque c'est un processus qui est souvent long et laborieux. Ce que j'aurais envie de mettre en avant concernant la santé visuelle, c'est que la chance qu'on a, c'est que l'œil est un organe indépendant. Et donc, si j'ai envie de mettre une des recherches en avant, c'est la thérapie génique. Il y a énormément de thérapie génique qui est en recherche en ce moment, et notamment par l'industrie pharmaceutique, puisque c'est forcément un terrain de jeu, si vous me permettez l'expression, qui est particulièrement intéressant, l'œil. Et d'ailleurs, Johnson & Johnson n'échappe pas à cette réalité, puisque nous sommes actuellement en fin de phase 3 pour une thérapie génique concernant la rétinite pigmentaire liée à X, avec des promesses patients qui sont particulièrement intéressantes. Ah oui, ça c'est un travail tout à fait considérable. Ce serait une vraie, s'il y a de vraies avancées, je pense que le professeur Khodjikian nous le confirmera. Oui. Et vous en êtes où, phase 3 là? Ça veut dire, on est en ça phase veut dire... 3, donc comme vous le savez, il faut toujours être prudent, mais vous le savez que la finalité de ces patients, c'est la cécité. Donc c'est sûr que si on pouvait changer la trajectoire de vie de ces patients, ce serait extraordinaire. Et après, pour répondre aussi à la deuxième partie de votre question concernant Johnson & Johnson, très clairement, on souhaite se positionner comme un acteur majeur de l'innovation dans le monde de la santé visuelle. Et très clairement, notre ambition aujourd'hui, c'est pouvoir d'accompagner les patients à chaque étape de leur vie. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais ça commence par la myopie et la freination de la myopie chez l'enfant. Ensuite, ça se prolonge à l'âge adulte avec à la fois la contactologie qui est le cœur de notre métier, mais aussi la chirurgie, et notamment la chirurgie réfractive. Et puis ensuite, à des âges plus avancés, la chirurgie de la cataracte pour pouvoir accompagner les patients plus âgés, mais aussi la presbytie qu'a évoqué aussi Prud'Mar. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de chantiers, et que sur chacun de ces chantiers, on essaye d'avoir des innovations significatives. Ouais. On essaiera de revenir sur les principaux sujets que vous évoquez. Alors, moi, j'ai été très frappé, en préparant cette émission, de constater que seulement 2 millions, à peu près, de porteurs en 2023 de lentilles de contact, soit 8% de la population ayant un défaut visuel qui porte des lentilles. Et je me suis dit... que ça n'était pas beaucoup, et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ça n'évoluait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'augmentation. J'ai été un peu surpris par ça. Pourquoi? C'est vrai? Écoutez, Pascal, je suis content que vous le disiez. Moi, j'ai rejoint cette aire thérapeutique en janvier 2023 et je crois que c'est le premier chiffre qui m'a aussi frappé. Et sachez que c'est un taux de pénétration, c'est-à-dire si on regarde le pourcentage de porteurs de lentilles sur l'ensemble des porteurs de lunettes, qui est à peu près 2 fois inférieur à nos collègues européens. Vous voyez, j'ai la chance, comme vous l'avez dit, de m'occuper aussi du Benelux. On est sur un taux de pénétration qui est à peu près le double de ce qu'on observe en France. Donc, il y a un vrai sujet. Et pour vous donner un autre chiffre qui doit aussi nous interpeller, donc qui sortent d'autres études, 80% en fait des porteurs de lunettes aujourd'hui qui souhaiteraient bénéficier de lentilles ne se voient rien proposer de la part de leur ophtalmologiste. Donc c'est une vraie question. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors forcément, quand on constate ça, la question suivante, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc pourquoi, j'ai envie de dire, c'est... à la fois un cercle vicieux ou un cercle vertueux, ça dépend comment on le voit. Personnellement, je préfère voir le verre à moitié plein. Et c'est vrai que quand on interroge ce qu'on appelle des contactologues, on va dire des ophtalmologistes qui vraiment prennent en charge de manière proactive la contactologie, ils vont vous dire c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, le bénéfice patient est là et je génère vraiment quelque chose de positif avec mon patient dans la durée. Inversement, quand vous allez interroger des ophtalmologistes qui sont moins proches de ces problématiques, eux, ils vont vous dire c'est chronophage,
voilà, c'est compliqué, j'ai un problème de connaissance, et puis c'est pas très très rentable. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu autour de 2 axes, selon moi, qui serait d'une part la formation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renforcer la formation? Et ça, à mon avis, ça commence dès le cursus universitaire. Et là, il y a quand même de belles initiatives aujourd'hui, notamment dans les CHU, notamment aussi au travers de la SFOALC pour pouvoir soutenir cette formation universitaire. Mais ça passera aussi, et ça je crois que voilà, Gonzague l'a évoqué, aussi par la délégation et tout ce qu'on peut faire aussi pour mettre en place des protocoles de délégation qui permettront de pouvoir optimiser ce parcours de soins qui des fois est un peu complexe. Vincent, si vous voulez bien, je vais demander son avis au professeur Codiquion en direct de Lyon. Mais les uns et les autres, vous pourriez peut-être nous donner votre avis également sur les mesures à prendre éventuellement, et puis nous en discuterons dans la plage de discussion. Et puis Gonzague également pourra nous donner son avis. Sur la sous-utilisation des lentilles, le professeur Codiquion, qui a de très belles lunettes, comme moi d'ailleurs. C'est gentil, sûrement. En effet. Non, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit. Et ce qui manque, en fait, la demande, elle est là potentiellement. Les patients sont là. Ce qu'il faut, c'est l'offre, c'est augmenter l'offre. Et donc, on n'a pas assez d'ophtalmologistes aujourd'hui formés en lentilles de contact. Et c'est vrai que Vincent soulignait le SFOALC et sa présidente Aurore Muselier. Et c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme elle et on a besoin d'avoir une augmentation de la formation. Et dans les CHU, pour citer les CHU, on a peu de praticiens hospitaliers qui sont formés à la contactologie et donc qui peuvent former les plus jeunes. Donc là, il faut une collaboration, j'en suis persuadé, entre public et privé pour améliorer cette formation-là. Et donc moi, par exemple, dans mon service, on fait venir régulièrement, alors pas encore Johnson & Johnson, mais des concurrents. Et j'invite Johnson & Johnson à venir aussi former mes internes lyonnais. Et donc, on a besoin aussi de travail aidé. Là, encore une fois, on revient sur le travail aidé. On a besoin des ophtalmologistes, des orthoptistes. On a besoin aussi potentiellement des opticiens. Et on a à Lyon quelques opticiens extrêmement compétents. Alors, c'est un acte médical, la contactologie. L'opticien ne doit pas le faire. Mais certains opticiens extrêmement bien formés, on peut imaginer que sous contrôle d'un ophtalmologiste puisse le faire. Et donc, on a besoin de protocoles de délégation là aussi. Un avis, Gonzague. Je rejoins beaucoup de choses du professeur Codiquion. Je pense que l'appel est lancé, il faut aller faire un tour à Lyon, hein, Vincent. J'avais entendu. Nous concernant, je suis d'accord, c'est vraiment, ça passe par le protocole, par le travail aidé. Et c'est pas que ça soit chronophage, c'est qu'il faut l'organiser. Nous, on a des centres où ça marche très bien, des centres où ça marche pas du tout. Moi-même, ça marche pas du tout à Lille. Mais c'est des choses qu'on va mettre en place, mais c'est souvent des questions d'humain. Est-ce qu'on a le circuit? Est-ce qu'on a la quantité? Est-ce qu'on a les personnes prêtes à parler? Parce que la formation, les industriels vous ont fait pas mal, je trouve, et plutôt de qualité. Maintenant, il faut réussir à huiler tout ce circuit, avec l'opticien qui est un bon collaborateur aussi pour apprendre je trouve la manipulation, il bénéficie de plus de temps, plus de confiance aussi du client. C'est quelque chose qu'on va mettre en place, parce que 8%... Et alors, moi, j'ai une question, je ne suis pas journaliste, mais je me permets. Pourquoi au Benelux, ils sont à 15%? Est-ce qu'ils ont plus de temps ou est-ce qu'ils ont d'autres pratiques, Alors, c'est vrai que, on va dire que le gros bénéfice et gros intérêt de la France, c'est qu'effectivement, la contactologie est entre les mains des ophtalmologistes et donc médicalise quelque part aussi cette pratique, là où elle est peut-être des fois plus libéralisée dans d'autres pays comme l'Angleterre, comme les pays nordiques, comme le Benelux, et donc plus entre les mains des optométristes, qui est un métier qui est reconnu et qui est donc plus au niveau des opticiens et peut-être qui sont plus proactifs aussi pour proposer, pour adapter. Et en tout cas, le circuit est peut-être plus simple et plus lisible pour un patient. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. En réalité, on a la même question sur la chirurgie réfractive aujourd'hui. Exactement. Peu de monde, les myopes un peu plus, les hypermétropes, les astigmates, les presbytes, ne savent quasiment jamais que la chirurgie réfractive, la chirurgie laser existe pour eux. Donc il y a un problème aujourd'hui de communication, parlons-en. Absolument. Prune, vous intervenez dans notre débat? Non. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, et on le voit dans les différences qu'il y a au niveau européen. Donc, effectivement, pouvoir travailler, et je pense qu'on revient tous ensemble dans cette communauté des 3 hauts, c'est extrêmement important. En tout cas, on remarque qu'il vaut mieux que Gonzague fasse le métier de journaliste que moi, le métier d'ophtalmo, de chirurgien ophtalmo. Certainement. Pas été formé. Je n'irai pas jusque-là, j'ai pas les Très bien. Dites-moi, parlons de myopie un peu. D'accord. Alors là, sur la myopie, il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment la prise en charge, les soins
50% des populations sont touchées dans le monde par la myopie, avec une augmentation de la myopie. Donc, quel type d'approche, quels consensus internationaux, quelles sont les bonnes pratiques? Et puis, un point particulier sur, je pense, un schéma qui évolue ces derniers temps, c'est la freination de la myopie. Vous allez... On parle de ça? Vous voulez bien? Bon. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Laurent. Avec vous, Monsieur Codiquian, en direct de Lyon, sur la myopie, peut-être effectivement les consensus, les bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Je pourrais déjà dire que la myopie, c'est épidémique. Ce n'est pas une maladie contagieuse comme le Covid, mais c'est épidémique. Et donc, on va en avoir de plus en plus. Et puisqu'on parle de myopie, permettez-moi juste d'évoquer, il va falloir des centres d'excellence. Permettez-moi d'évoquer l'Institut français de la myopie et en fait d'honorer la mémoire de mon ami Ramin Tadayoni. Professeur Tadayoni de Lariboisière et de la Fondation Rothschild qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines en arrière et à qui ça tenait à cœur. Il y avait beaucoup d'amis et de relations dans le monde bien sûr, mais aussi beaucoup en Asie et qui avaient très vite compris cette problématique, cet enjeu de la myopie. Donc voilà, juste dire encore une fois, avoir une pensée très émue pour Ramin. La myopie, il va falloir absolument qu'on s'en saisisse. La myopie, c'est la petite myopie, bien sûr, avec la chirurgie réfractive, les lentilles de contact, bien sûr, mais c'est aussi la grosse myopie, avec ce qu'on appelle la myopie maladie, avec toutes les complications rétiniennes, glaucomateuses qui sont engendrées par cette myopie maladie. Et pour ça, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir des programmes de prévention, en fait, de sensibilisation pour encourager les comportements préventifs. On va en reparler sûrement, mais le comportement préventif, c'est faire moins d'écran, aller plus à l'extérieur. Il va falloir du dépistage précoce, notamment dans les écoles, pour détecter tôt la myopie. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes de freination. Et on a donc la directrice générale d'Essilor, elle pourra en reparler, parce qu'il y a un verre développé par Essilor, pas que, parce qu'il y a d'autres concurrents, mais notamment Essilor, qui développe un verre de freination. Et ces verres freinateurs de la myopie, ça existe aussi sur les lentilles de contact. Il y a d'autres systèmes comme l'atropine, mais peu importe, il faut l'orthokératologie, mais il va falloir freiner cette myopie. Et ces verres freinateurs, c'est une excellente solution qui est efficace. On n'a pas un recul énorme, on n'a pas des études avec des hauts niveaux de preuves, mais tout ce qu'on a va dans le sens de l'efficacité de ces verres freinateurs. Donc il faut les utiliser. Il n'y a pas de danger, il y a potentiellement que des bénéfices. Laurent, il y a un consensus international sur ce point? Ah bah oui, je dirais qu'il y a un consensus international sur l'utilisation des verres freinateurs, sur l'utilisation de l'atropine à faible dose, l'orthokératologie aussi un petit peu, moins développée, parce qu'encore une fois, on parle de lentilles de contact, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Pascal et Vincent aussi, on a moins malheureusement de praticiens qui font de la contactologie en France, donc c'est un peu moins développé. Mais oui, consensus international sur la verre freinateur et l'utilisation de l'atropine en goutte, oui. Prunemar. Et dès le plus jeune âge. Prunemar, votre avis? Alors, je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où on dit effectivement que la myopie est une maladie, et la myopie forte est une maladie, il faut l'adresser comme telle, c'est-à-dire avec une mobilisation complète de la filière pour mieux comprendre effectivement cette myopie. Surtout que la myopie forte, en fait, elle peut advenir à l'âge adulte, mais elle se prépare dès l'enfance, en fait, dès le plus jeune âge. Donc il faut qu'on comprenne bien tous ensemble les principes d'élongation de l'œil, comment elle évolue en fonction des différentes tranches d'âge pendant l'enfance, parce que c'est là qu'on peut véritablement freiner l'élongation de l'œil. Il faut qu'on comprenne aussi comment ça varie en fonction de l'origine ethnique et que tout le monde continue à investir dans des solutions de freination de myopie. Donc effectivement, chez Essilor, nous avons développé un verre de freination de myopie qui s'appelle Essilor Stellest et dont nous avons présenté il y a un mois de cela à l'Arvo les résultats à 5 ans. Et donc, il s'avère que cela permet de gagner, en fait, 1,75 dioptries. Donc, on réduit l'évolution myopique de 1,75 dioptries. Pour parler en année, ça veut dire que sur 5 ans, on va gagner, en fait, plus de 3 ans d'évolution myopique et d'allongement axial, enfin, d'allongement de l'œil. Mais il faut continuer, comme disait effectivement le professeur, à pouvoir investir dans des études sur différents groupes ethniques, dont des enfants caucasiens, et dans différentes solutions. Ça, c'est la première chose. Ethnique, pourquoi? Pour des raisons d'anatomie de l'œil?
Oui, c'est effectivement, pour des raisons d'anatomie de l'œil, et puis aussi parce qu'on voit que la prépondérance de la myopie n'est pas la même chez des enfants asiatiques par rapport à des enfants caucasiens. Pour n'importe quel médicament ou système, si vous voulez, vous n'en êtes jamais sûr que l'asiatique va répondre comme l'africain, qui va répondre comme le caucasien. Ça mérite des études pour le prouver. Tout à fait. Oui, je le sais pour les médicaments, je ne le savais pas de manière aussi évidente pour la myopie, mais c'est très intéressant, oui. Voilà, donc la première chose, c'est effectivement comprendre ensemble cette maladie et les solutions, proposer des solutions avec des études qui prouvent leur efficacité. Ça, c'est très important qu'elles soient ces études-là. La deuxième chose, c'est tous ensemble, en tant que filière, définir avec les cliniciens les standards de soins et surtout les protocoles de suivi. Donc, il faut faire dépister les enfants depuis le plus jeune âge. Moi, il y a un chiffre... Plus jeune âge, ça veut dire ? Moi, je pense que dès 3 ans, même avant 3 ans, il faut aller voir un ophtalmologiste pour que les parents prennent ça. La myopie apparaîtra généralement plus tard, mais aujourd'hui, il y a des chiffres qui montrent que 25% des enfants de moins de 10 ans n'ont jamais vu d'ophtalmologiste. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'autre problème dont on parlait encore tout à l'heure sur la démographie ophtalmologique, c'est que beaucoup de confrères aujourd'hui ne reçoivent pas d'enfants. Or, c'est un souci pour le... Parce qu'ils ne veulent pas les recevoir ou parce que c'est compliqué C'est toujours question d'organisation. Si on est surmené, peut-être qu'on va écarter une population vis-à-vis d'une autre, écarter les lentilles vis-à-vis d'une autre activité, parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Voilà, on va cracher sur personne. Oui, allez-y Laurent, allez-y. Question de formation aussi, Gonzague. C'est-à-dire que croire que la pédiatrie ophtalmologique, c'est l'adulte en petit, c'est se mettre le doigt dans l'œil, si vous permettez cette expression volontairement utilisée ce soir. C'est-à-dire que c'est une spécialité à part entière, la pédiatrie. Et donc, il faut qu'on soit formé. Et là aussi, pareil, on n'a pas assez de formateurs dans les CHU, donc de praticiens hospitaliers spécialisés en pédiatrie pour former les plus jeunes. Donc, heureusement qu'on en a. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance aussi de toute l'équipe. Et ça s'apprend aussi, parce qu'un enfant, c'est pas toujours facile. Et à force, plus on en fait, mieux on les gère. Vincent, vous voulez ? Peut-être. Moi, quand j'entends effectivement ce que vous mentionnez, Prune, Gonzague et Laurent, le sentiment que ça me donne, et pour faire un parallèle au monde du médicament que je connais intrinsèquement mieux, c'est que je pense qu'on est en train de passer d'un enjeu de santé visuelle à un enjeu de santé publique. Exactement. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en avant et de discuter. Et que voilà, ça veut dire changement de pratique, changement de formation, un vrai enjeu aussi de comment on peut faire mieux comprendre aux parents, aux enfants, comment prendre en charge dès le plus jeune âge. Donc moi, ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'il faut que ça devienne un enjeu de santé publique. Et donc c'est un enjeu de formation, il faut qu'on communique auprès de tous nos confrères ophtalmo, mais aussi le reste de la profession. Oui. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui sur les congrès, on en parle énormément, donc je pense que tout le monde doit être... de sensibilisation du grand public aussi, parce qu'en fait le problème c'est que la myopie, c'est pas quelque chose qui fait mal. Un enfant qui va devenir myope, il va pas pouvoir l'exprimer. Donc si le parent n'est pas sensibilisé à aller faire dépister régulièrement chez l'ophtalmologiste son enfant, il peut arriver à 18 ans, et là il sera trop tard, l'enfant sera certainement déjà myope fort, à une myopie forte. Quand on voit les chiffres de la SNAV qui montrent qu'il y a quand même 1 million de jeunes adultes entre 18 et 24 ans qui n'ont jamais vu un ophtalmologiste de leur vie, ça c'est effectivement dramatique. C'est avant qu'il faut agir, et il y a vraiment chaque dioptrie compte dans ce combat-là. Chacun regarde midi à sa porte, mais de mon temps, comme on disait, il y avait la médecine scolaire et nous étions contrôlés un dépistage dans les écoles. Qui se faisait systématiquement à 4 ans dans les écoles. Je peux vous dire que mes enfants ne l'ont pas eu, c'est fini, parce qu'on n'a plus la démographie, il n'y a plus les services qui passent. Bon, alors ça, c'est pas réjouissant. C'est pas pour nous ce soir. Alors, c'est pas réjouissant, mais quand même, moi je trouve que la filière a pris et vraiment autoporté dans cette sensibilisation. Typiquement, il y a des programmes où beaucoup d'industriels sont partenaires, et Essilor en est partenaire, par exemple, c'est Ensemble contre la myopie, le programme d'IMP, qui permet de sensibiliser le grand public, sur lequel les ophtalmologistes, justement, dédient des créneaux pour pouvoir dépister les enfants. Donc c'est ce genre de choses où en permanence il faut pouvoir rabâcher. Il y a encore 75% des parents d'enfants myopes qui ne savent pas que des solutions de freination existent. Toutefois, la prévention, il y a encore beaucoup à faire. Et ça s'apprend. Beaucoup à faire. Le temps passe, je voudrais qu'on parle de l'autre côté de l'âge, c'est-à-dire le vieillissement de la population, et donc parler de presbytie notamment. Il y a 20 millions de presbytes en France. Quels sont les nouveaux besoins ? Les Français ne savent non plus d'ailleurs pas toujours qu'il y a des lentilles pour presbytes.
Là, je crois qu'on est complètement dans le sujet qu'on a évoqué finalement tout à l'heure, Pascal. Je pense que là, c'est la parfaite illustration de tout le travail et tout le chantier qui est devant nous. Parce que si je prends l'exemple de la lentille, et après, je laisserai mes collègues aussi élargir le champ, j'ai envie de dire c'est presque la double peine pour nous, puisque je pense qu'effectivement, beaucoup de patients en presbyte ne savent pas qu'il y a des solutions effectivement en lentilles. Et aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'innovations de Johnson & Johnson, mais pour être tout à fait honnête, pas que nous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un panel d'offres qui permet vraiment de prendre en charge de façon très satisfaisante les patients en presbyte, mais y compris déjà des porteurs de lentilles qui vont arrêter, malheureusement, qui vont être abandonnistes, puisqu'ils ne savent pas qu'on peut corriger à la fois leurs défauts visuels et à la fois leur presbytie au travers de lentilles. Donc, je peux vous dire que sur ce sujet, on a du travail. Un commentaire sur la presbytie, peut-être Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de solutions. Le président du SNOF, Vincent Délès, qui interviendra après, a fait, lors de ses vœux, ce souhait que les Français puissent avoir accès à toutes les solutions, que ce soit les lunettes, les lentilles. De notre côté, au niveau ophtalmologie, on a la chirurgie réfractive de la presbytie qui a de beaux succès, et les implants dont Johnson est créateur, enfin fournisseur, mais comme beaucoup d'autres industriels, on parle d'implants multifocaux, c'est un implant progressif qu'on va mettre à la place du cristallin naturel, ce cristallin artificiel, qui peut donner aujourd'hui une indépendance totale ou quasi totale aux lunettes. Et encore une fois, en France, on est en retard par rapport à tous les pays qui nous entourent sur cet équipement. Vous complétez, vous voulez ? Alors, moi, je pense, j'ai parlé pour ma paroisse, donc sur les verres progressifs qui s'adressent donc aux presbytes. Et je pense que la recherche et développement est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, avec le vieillissement naturel de l'œil, tout le monde à partir de 45 ans est presbyte, ou presque. Sauf que personne n'a 45 ans dans sa tête et accepte de se sentir limité, en fait. Donc, quand vous avez 65 ans, vous voulez pouvoir naviguer entre votre smartphone en même temps que vous marchez, que vous regardez au loin les panneaux, avoir un œil à droite, à gauche, en vision de près et naviguer de manière très fluide. Et ça, en fonction en fait de votre prescription et de votre défaut visuel, mais aussi en fonction de vos caractéristiques physiques, vous n'allez pas regarder de la même façon votre environnement. Donc, chez Essilor, typiquement, on a récolté plus de 1 million de données et grâce donc de comportements de porteurs. Et grâce à l'intelligence artificielle comportementale, on va pouvoir identifier, pour vous par exemple, vos besoins visuels, votre prescription, vos modes de vie. On va pouvoir faire un jumeau numérique et faire le verre qui va répondre exactement à vos besoins pour que vous ne vous sentiez plus du tout limité dans vos verres de lunettes. On prend le rendez-vous maintenant Écoutez, avec plaisir pour que vous puissiez tester les derniers Varilux. Je suis curieux de voir le jumeau numérique de Pascal. Voilà. Peut-être Laurent Codiquian, là, sur ce point, sur la presbytie, et puis je voudrais m'entretenir également d'un autre sujet avant de nous quitter. Oui. Pas beaucoup plus de commentaires par rapport à ce qui a été dit avant. C'est évident que les verres de lunettes, c'est le premier moyen pour traiter la presbytie. Et d'ailleurs, j'ai des verres Essilor que j'apprécie beaucoup. J'en suis ravie. Moi également. Et d'ailleurs, si je peux vous lancer un petit défi, c'est d'arriver, tous les fabricants, dont Essilor, pour les verres frénateurs de myopie, à augmenter le delta de la myopie traitée. Parce qu'actuellement, vous arrêtez entre l'astigmatisme et la myopie, vous êtes encore un peu tous limités. Il va falloir aller plus loin parce qu'on a encore malheureusement des jeunes myopes de moins 12 avec moins 2 dioptries d'astigmatisme et cela, on ne peut pas les traiter correctement par vos verres à vous. Donc tous les fabricants, il faut que vous fassiez plus encore. L'intelligence c'est bien entendu. L'intelligence artificielle, peut-être un point... je pense que on en parle tous dans les congrès, on voit maintenant des machines qui peuvent nous faire des photos de fond d'œil et nous alerter si la machine dit il y a peut-être un truc à regarder, jetez-y un œil. Sur nos logiciels métiers, nous on réfléchit aussi à comment faciliter la rédaction de compte rendu, comment faciliter notre exercice. Et moi je teste personnellement au niveau chirurgical un genre de chatbot boosté à l'intelligence artificielle qui va pouvoir à la fois rassurer le patient 24 heures sur 24 en lui donnant des réponses vraiment de qualité, mais aussi alléger le travail des secrétaires qui sont des fois harcelés pour des petites bêtises. Donc je pense que ça doit être un outil qu'on doit intégrer dans nos exercices qui vont nous faciliter la vie et aider le patient dans son suivi. Si je peux me permettre, il y a trois types d'intelligence artificielle différentes en fait. Celle dont parle Gonzague, c'est l'intelligence artificielle de base, c'est-à-dire c'est la pseudo-humaine. C'est-à-dire qu'elle fait des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes. Mais par exemple, lire une rétinophotographie pour voir s'il y a du diabète, nous on se fatigue, elle pourra en lire autant qu'on veut, 24 heures sur 24. Après, il y a la deuxième intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle qu'on pourrait dire super humaine.
Donc celle-là, elle va évaluer des changements de biomarqueurs dans le temps, elle va mesurer les volumes de liquidien dans la rétine, des choses qu'on ne peut pas bien faire nous-mêmes. Et puis après, il y a une troisième type d'intelligence artificielle qui est en cours de développement, notamment avec le programme EviRed, qui a été lancé encore une fois par mon ami Ramin Tadayoni. C'est l'intelligence artificielle alien, j'ai envie de dire. Pas la pseudo-humaine de tout à l'heure, pas la super-humaine, mais l'alien. C'est-à-dire de choses qu'on ne peut même pas nous imaginer, qu'on ne peut même pas faire. Et notamment, avec une photo, prédire comment vous serez dans 4 ans ou dans 5 ans, à arriver à inventer des classifications thérapeutiques. Donc voilà, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte, Pascal. Il y a plusieurs types d'intelligence, du moins, l'intelligence artificielle peut faire plusieurs types de choses et elle a un avenir infini. Je veux dire, il fallait absolument qu'on en parle ce soir. Ok, mais enfin, c'est un sujet en soi. Je voudrais, pour terminer ce premier entretien, vous interroger sur un sujet également important, et pas uniquement parce qu'il est à la mode, le développement durable. Par exemple, chez vous, ça veut dire quoi, développement durable ? Alors, le développement durable, c'est 2 choses. On a parlé depuis le début de comment on garantit une bonne vision à tous. Mais ça, c'est comment on le fait tout en minimisant en fait notre empreinte sur l'environnement. Et donc, chez EssilorLuxottica, on a développé un programme qui s'appelle Eyes on the Planet. Donc, si je dois traduire en français, ça serait plutôt porter un regard attentionné sur la planète autour de 5 piliers. C'est la diminution de l'empreinte carbone, évidemment, la circularité, la bonne vision pour tous, l'inclusion et l'éthique. Et ça va se traduire par des actions très concrètes. Donc, par exemple, en France, je vous parlais tout à l'heure du laboratoire d'excellence qui vient de sortir de terre à Vissou. Ce laboratoire d'excellence, il va nous permettre de favoriser les circuits courts, puisqu'on va augmenter notre capacité de production en France de 40%. Et il va répondre à un standard extrêmement élevé en termes de développement durable qui s'appelle le LEED Gold, donc qui va être totalement éco-responsable. Le développement durable, pour vous donner aussi un autre exemple, c'est diminuer la consommation de plastique. Vous savez que pour faire un verre de lunettes qui à la fin est tout fin, on part d'un palais, ce qu'on appelle un semi-fini. Et donc, il va falloir enlever de la matière plastique. Mais là, l'idée, c'est de partir d'un palais qui va être moins important. Et donc, par exemple, avec Varilux XR Series, on va diminuer la consommation de plastique de pas loin de 20%. C'est aussi mettre à disposition de nos partenaires opticiens des outils qui vont leur permettre eux-mêmes d'avoir une approche plus éco-responsable. Donc, par exemple, quand ils taillent leurs verres, on leur propose une solution qui s'appelle OptiGreen, dans lequel il y aura un circuit intégré de recyclage de l'eau, donc moins de consommation d'eau. Et également, ils vont pouvoir ne pas jeter à l'égout la boue de meulage. Oui. Voilà. Et puis enfin, juste pour vous donner un dernier exemple, parce que c'est important, le développement durable aussi, c'est aider les plus défavorisés à avoir accès à des soins. Merci. Voilà. Et chez vous, par exemple ? Nous, c'est le quotidien. Je pense qu'on a une échelle plus humaine et pas industrielle, mais est-ce qu'on va prendre de l'unidose ou est-ce qu'on va prendre des flacons et le flacon, est-ce qu'il vient d'Asie ou est-ce qu'il vient d'Europe ou de France, encore mieux ? Après, on peut réfléchir à moi, mes packs de chirurgie, je les ai réduits d'année en année. J'ai réduit quasiment de 50% son contenu, donc c'est quand même autant de fabrication de pétrole, de transfert en moins. Et enfin... À Provision Versailles, on a fait une énorme étude, je pense que c'est la plus grosse étude sur un cabinet d'ophtalmologie sur le poids carbone de toute l'activité. Et ça révèle que 73% du poids, c'est les déplacements des patients. Alors malheureusement, on n'a pas tous une bouche de métro, de RER, de bus à côté. On ne va pas pouvoir révolutionner ça. Mais c'est peut-être justement en allant aussi vers les déserts médicaux, en faisant des sites secondaires, de la téléconsultation, où on pourra réduire cette chose qui est le point principal. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci Laurent de vous être... de nous avoir suivis en direct de votre belle et bonne ville de Lyon. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie du grand débat. Et puis, nous allons parler plutôt d'organisation et de politique. J'ai beaucoup aimé l'idée, il faut passer de la santé visuelle à la santé publique. S'il y a une chose à retenir de notre entretien, retenez cela. Merci, vous restez avec nous. Nous reprenons dans quelques instants.
Voilà, nous reprenons nos débats et nous sommes très heureux de vous retrouver. Je suis Pascal Morel. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlons d'optique, d'ophtalmologie, nous parlons d'orthoptie et nous recevons pour cette deuxième table ronde, ici ce 4 juin 2024, nous recevons Mélanie Ordines. Bonjour. Vous êtes orthoptiste et vous êtes la présidente, orthoptiste à Marseille. À Marseille. Et vous êtes la présidente du SNAO, le syndicat national des orthoptistes. Docteur Vincent Dédès, bonjour. Vous êtes ophtalmologiste à Lille, vous aussi, et vous êtes le président, je dis vous aussi, puisque nous étions avec un Lillois, de vos collègues lillois, dans la table ronde précédente, et vous êtes le président du SNOF, le nouveau président du SNOF. Tout à fait. Jean-François Porte, bonjour, je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes opticien à Tours. À Tours. Et vous êtes le président du ROF, et Hugues Verdier-Daviou, vous êtes le président du FNOF, donc également opticien. De la FNOF, oui. De la FNOF, pardon, de la FNOF. Alors, nous nous penchons maintenant, si vous le voulez bien, ici et maintenant, sur la riche actualité du secteur de la vision et de la conduite, j'allais dire, des affaires de vos professions respectives et ensemble, puisque vous êtes amenés à travailler ensemble. Alors, il y a eu beaucoup de choses, je peux en citer quelques-uns, d'abord des nouveaux ministères, des nouveaux ministres qui sont arrivés, mais également plusieurs textes législatifs, décrets qui modifient profondément les formes d'accès aux soins et en conséquence changent les relations que vous pouvez avoir entre les professionnels de santé que vous êtes, mais aussi peut-être une situation économique qui est peut-être plus tendue au travers de comptes sociaux, on les voit assez déficitaires, une inflation qui a été assez marquée dans la dernière période, une convention médicale, une nouvelle convention médicale, peut-être aujourd'hui, qui vient d'être signée visiblement en ce moment, en cours, pour les médecins, et donc avec des incidences sans doute sur l'ensemble des secteurs. Vous êtes des responsables professionnels. Alors d'abord, je voulais vous dire, de nouveaux responsables professionnels, les uns et les autres. Je crois que c'est vous peut-être, si j'ai bien compris, qui êtes le tout dernier. Vous êtes 10 jours. Oui, 10 jours. Vous, Mélanie Ordines 3 ans. 3 ans. 6 mois. 6 mois. Un peu plus d'un an. Voilà, donc là, franchement, nous avons affaire à de nouveaux responsables. Tenez, j'en profite pour vous demander peut-être vos objectifs là, de nouveaux présidents, même si vous avez 3 ans, les points marquants selon vous, de ce que vous retenez de l'actualité. Sur l'avenir Non, ce que vous retenez de... Ah, de mon mandat pour l'instant. Oui, et puis de l'actualité du moment. En tant qu'orthoptiste, l'accès direct sur le dépistage des enfants et du bilan visuel, qui est quand même une évolution incroyable pour ma profession. Donc, oui, voilà. J'ai écouté, pour préparer cette émission, une de vos entretiens. C'était un vrai enthousiasme pour vous. Ah oui, non, mais c'est sûr que pour nous, pour la filière visuelle, pour l'ensemble des Français, c'est une très belle avancée. Et puis, il y a une confiance qu'on a réussi à avoir des institutions, mais aussi de tout le parcours médical, les opticiens et orthoptistes. Donc, on est ravis. Il n'y a pas de déception, là? Tout ce qui était prévu se met en place? Des lenteurs administratives, des instances. On est toujours dans l'attente de certains textes, ce qui est bien dommage, parce que quand on nous parle d'accès aux soins toute la journée et qu'il y a des solutions qui ont été validées par tous. Mais bon. Même question, Vincent Dédès. Qu'est-ce qui vous paraît avoir été marquant dans cette période actuelle, poussée par l'actualité du secteur tel que je l'ai effectivement, présenté? on assiste à une amélioration de l'accès aux soins à la filière visuelle de façon très large. Aujourd'hui, on a énormément de possibilités pour les patients pour avoir accès à un professionnel, ce qui a permis de réduire les délais chez les ophtalmos. Et je rejoins tout à fait Mélanie. Aujourd'hui, on a encore des choses qui sont sur les rails et aujourd'hui, on a du mal à comprendre les lenteurs. Probablement le changement de ministre qui change trop régulièrement. Possible. Pas un peu trop optimiste sur l'accès aux soins? On reste quand même plutôt, nous, journalistes, sur l'idée que c'est quand même encore difficile, même s'il y a quelques études qui montrent que l'accès le premier recours est peut-être plus facile. Alors, je vous donnerai la même réponse que j'ai donnée à un autre journaliste qui, pour la 3e année consécutive, va aller faire son étude sur la même ville, les Sables d'Olonne, en fait, avec un an de délai. C'était la 3e année où nous sortait la même ville. En fait, aujourd'hui, le délai médian, il est clair aujourd'hui, et les études sont concordantes. On est entre 20 et 25 jours, que ce soit le SNOF ou effectivement Doctolib pour son observatoire de santé. Il reste des territoires sur lesquels c'est difficile, et c'est effectivement là-dessus qu'on va se baser. Et mon mandat est basé effectivement sur ce genre de choses. C'est effectivement aller
plutôt vers les patients, avec effectivement des cabinets secondaires, c'est purement le même terme, c'est des cabinets multiples, mais il faut quand même une vraie présence médicale effectivement sur place. Il faut que cette fois-ci, sur certains territoires, ça soit aux professionnels de santé de se déplacer et en s'appuyant sur la coopération, que ce soit avec les orthoptistes ou les opticiens, mais en gardant le référent ophtalmologiste local. Qu'est-ce que c'est les délais d'attente, si on doit se résumer aujourd'hui, pour avoir accès à un ophtalmo? Nationaux aujourd'hui, selon le SNOF, on est à 21 jours pour un contrôle simple. Je ne parle même pas de quelqu'un qui a une pathologie. Et on était à 24 jours sur l'observatoire de Doctolib, pour les gens qui ont, entre guillemets, du tout venant, en fait. Et si quand on vous dites... Oui, pardon. Allez-y. Non, je vous ai coupé. Quand vous dites que ça s'améliore réellement Oui. En fait, on a perdu 70% sur le délai médian en 7 ans. On est aujourd'hui l'une des spécialités les plus accessibles. Et sur tout ce qui est métropole, 70 à 80% des Français, il n'y a plus aucun souci d'accès à l'ophtalmologisme. Mais il reste ces 20% qui sont un peu difficiles. Il va falloir aller les chercher. C'est les patients âgés qui sont difficiles. Et là, il va falloir qu'on trouve des solutions un peu plus modernes. Et on compte beaucoup, effectivement, sur la coopération, le travail aidé, que ce soit au sein des cabinets ou en dehors des cabinets, pour pouvoir se déplacer. C'est ce qu'on appelle l'aller vers. Exactement, tout à fait. Pourtant, il y a quand même encore des zones extrêmement désertiques. C'est peut-être une facilité de langage, mais enfin des zones de difficulté quand même, non? C'est notre prochain combat, tout à fait. Oui. Et alors, vous allez le gagner? Oui, on a déjà gagné le premier, donc je vois pas pourquoi on ne gagnerait pas le second. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos objectifs? Alors, il faudrait déjà qu'on nous aide un peu pour ces cabinets. Il va falloir remettre un petit peu la définition de ce que c'est un cabinet d'ophtalmologie, parce qu'on a quand même beaucoup de fausses bonnes idées, malheureusement. On en discutera, mais effectivement, aujourd'hui, mettre des systèmes de téléexpertise ou de la téléconsultation, si on n'a pas de continuité de soins ou de territorialité, ça n'a pas d'intérêt. On fait du dépistage, et si on n'est pas ancré, finalement, sur le parcours de soins, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on voit bien qu'on a besoin que les professionnels se déplacent à minima. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être les soutenir. L'investissement aujourd'hui pour ces cabinets dans des territoires un peu sous-dotés, on parle de zones entre 20 et 50 000 habitants. C'est vraiment des petites zones. Il va probablement falloir besoin d'un soutien de la Caisse. Oui. Sur le nombre d'ophtalmos, l'attractivité, c'est le terme un peu consacré, mais l'intérêt que les jeunes médecins portent à l'ophtalmologie, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Depuis des années, les ophtalmologistes sont parmi les premiers de l'internat ou classés dans les 3 premiers de l'internat, donc on n'a pas de souci d'attractivité pour la spécialité. Aujourd'hui, le nombre d'ophtalmologistes, la démographie, on a passé le plus dur. On a le pic des retraites qui est derrière nous, et aujourd'hui, on va plutôt assister à une augmentation du nombre d'ophtalmologistes, associé finalement à une augmentation de l'efficience des ophtalmos. Aujourd'hui, on est en travail aidé, ce qui nous permet d'être plus efficace pour voir le nombre de patients, et c'est pour ça que les délais ont baissé en fait. Oui, sur la convention, on ne va pas faire un débat sur la convention, d'ailleurs elle vient d'être signée, mais enfin, peut-être un commentaire. Est-ce qu'on peut quand même se réjouir de voir qu'il y a là une forme de volonté de travailler ensemble entre les pouvoirs publics d'un côté, les professionnels, et dans l'intérêt quand même des patients? C'est une convention très axée pour la médecine générale. On regrette un petit peu effectivement le blocage qu'on a eu pour l'accès direct aux spécialistes, que ce soit dans notre spécialité, ou effectivement l'adressage direct entre spécialistes. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la médecine générale, dans certains territoires, devient un goulet d'étranglement. Donc imposer finalement le passage par la médecine générale est un peu compliqué. Et il y a tout un pan qui est assez oublié, c'est les actes techniques, mais ça va arriver dans un second temps sur la négociation sur la CCM, qui représente pour les ophtalmologistes entre 70 à 80% finalement du volume d'actes. Jean-François Porte, je commence par vous. Donc, le monde de l'optique, vos objectifs. Merci de m'avoir invité. Et j'ai été élu effectivement il y a 10 jours, et un conseil d'administration m'a élu sur un programme avec majoritairement une idée forte aussi, c'est sur notre métier. Opticien, métier d'avenir, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a aussi dans notre profession un petit problème à aller résoudre, c'est de l'attractivité, réengager les jeunes sur notre métier, parce qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. On a une filière qui n'attire plus autant de jeunes que ça en France, et là, on a un gros travail à faire, et revaloriser notre métier aussi dans aussi notre profession, dans notre filière. Et ça, c'est un vrai enjeu pour moi qui va être très fort. Oui, allez-y, je vous ai coupé. Et à travers ça, ça va être notamment ce souci d'attractivité va passer aussi à demander aussi et travailler. On a travaillé depuis longtemps sur pousser la formation. Il faut qu'on arrive à faire évoluer notre formation. Aujourd'hui, les opticiens sont en BTS. On est un peu coincé, on a du mal à parler avec certaines personnes parce qu'on reste en BTS. On est une profession paramédicale, mais qui est restée bloquée en BTS. Un BTS qui n'a pas été réévalué depuis 1997. Donc, il est temps qu'on bascule et qu'on aille travailler un petit peu plus. Et à travers ça, je me félicite parce que depuis l'autre débat, on a écouté aussi d'avant. Et en fait, l'ensemble de la filière et les 2 médecins qui étaient en plateau tout à l'heure
beaucoup parlé des opticiens. Et moi, ça me ravit parce que je me dis, tiens, enfin, peut-être pas enfin, mais on parle de plus en plus de nous et on a peut-être un rôle à prendre et dire, écoutez, on est là et on a envie de travailler ensemble et on est prêt à travailler sur ce sujet-là. Je ne sais pas si c'était une erreur, c'est une forme de naïveté, mais le journaliste que je suis, observateur attentif, mais pas engagé, mais attentif de ce milieu, je pensais que les jeunes étaient très attirés par l'idée de devenir opticien. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance totale du métier. Et aujourd'hui, quand vous faites, et depuis quelques années, je fais de nombreux salons d'étudiants, en fait... les jeunes ne savent pas comment faire des études. On est mal orienté. Ils ne savent pas si on est vraiment commerçant ou professionnel de santé. Voilà, donc on a, nous, cette double casquette. C'est peut-être une richesse d'être les deux, non ? Mais pour moi, c'est complètement une vraie richesse. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas en avoir honte, d'ailleurs. Et il y a un autre problème. Et c'est aujourd'hui les accords de Bologne qui sont sur leur réorientation des jeunes, nous empêchent sur Parcoursup. Aujourd'hui, Parcoursup, quand vous faites un bac général, vous êtes orienté sur des licences maîtrises, grandes écoles, médecine, pharma, etc. Quand vous faites un bac technologique, vous êtes orienté vers un IUT, et un bac pro, c'est un BTS. Et en fait, notre métier, historiquement, était fabriqué de personnes qui sortaient de filières scientifiques et qui allaient en BTS optique. Et depuis quelques temps, et là on arrive à un couloir d'entrée-enrôlement, on se retrouve avec quasiment 50-60% de bac pro qui arrivent dans notre filière. Mais les bacs pro, on ne les connaissait pas. C'était des jeunes qui partaient vers la filière optique, des usines, etc. Et donc on les réoriente pour être opticien. Et on travaille sur ces sujets-là parce qu'en fait, ça coince. Ces jeunes qui arrivent n'ont pas le niveau pour faire le BTS, même si les écoles créent une année préparatoire, etc. Donc là, on est dans un... Les écoles sont plutôt publiques, privées, les deux ? Il y a des écoles publiques, majoritairement, il y a aujourd'hui du privé, mais il y a aussi beaucoup d'écoles publiques, ouais. Oui. Même question, Hugues Verdier d'Aviou, peut-être les points marquants de la période pour vous et vos actions, vos objectifs, les principaux, disons. Tout a été un petit peu dit. Je pense qu'il faut qu'on aille vers le plus d'échanges avec les 3 O, dans l'intérêt du patient et de la filière visuelle et de l'accès aux soins. Je pense qu'en améliorant ces échanges, on améliorera l'ensemble et la qualité de la prise en charge. Je vais rebondir sur ce que disait Jean-François à l'instant, et je suis assez d'accord avec lui sur la plupart de ses propos. Ça fait 20 ans que la filière attend une réforme de la formation. Ça fait 20 ans qu'on devrait être dans les accords de Bologne qui prévoient licence, master, doctorat. Ça fait 20 ans qu'on traîne. Aujourd'hui, on devrait être formé sur les bancs de l'université de santé, plus en BTS. Aujourd'hui, on souffre effectivement de l'application d'une politique qui valorise l'apprentissage. Il se trouve qu'on est néanmoins le BTS le plus difficile en termes de maths et physique, et qu'effectivement, on voit arriver des jeunes qui sont... pas assez formés en maths et physique, et qui a été aussi, n'a pas dit Jean-François, mais parfois font l'objet d'une année préparatoire, peut être parfois l'objet de tentation de la part d'organismes de formation, et on a essayé d'être attentif à ça, et donc nous on travaille avec le ministère, on essaie de pousser déjà à ce que si le BTS optique est difficile, ça reste une exception, qu'on travaille sur cette exception de façon à ce qu'ils viennent plutôt des filières scientifiques pour éviter justement de perdre une année de La plus. durée de la formation C'est 2 ans au BTS, en théorie. Et en plus... pardon, vas-y, Hugues. Je t'en prie. J'allais dire autre chose en rajoutant sur la formation, c'est qu'on entend aussi depuis tout à l'heure dans les débats, c'est qu'il y a besoin de réorganisation des 3 O. Nous, on est prêts. Je pense qu'on est tous prêts à vouloir dire, tiens, il faut qu'on travaille ensemble sur des systèmes de coopération et augmenter et faire évoluer notre formation nous apportera certainement une meilleure comment on appelle ça, capacité à faire notre métier et surtout aller travailler avec les autres. Et ça, c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, on a accès à certaines machines, on a accès à certains tests qu'on peut faire dans nos magasins, mais en fait, notre métier aujourd'hui est bloqué, on ne peut pas l'utiliser, etc. Et je pense que dans la coopération des 3 O, ça va être des choses qui vont devoir évoluer dans les prochaines années. C'est intéressant cette idée, c'est-à-dire c'est par la formation, l'éducation que l'on favorise les coopérations, c'est ça Oui, que vous dites et puis il faut se projeter dans l'avenir. On parlait de formation, aujourd'hui, on a le programme de formation est quasiment fini sur les opticiens. Il nous manque un bloc de compétences sur lequel on va travailler, auquel en tout cas moi je tiens beaucoup, c'est le temps que la formation se fasse, soit pris en charge par les pouvoirs publics. On voit qu'aujourd'hui, 1, il n'y a plus d'argent, 2, c'est pas la priorité, et la santé encore moins. Vous parliez tout à l'heure des lenteurs administratives, faudrait-il encore qu'on ait un ministre de la Santé. Aujourd'hui, on a un sous-ministre de la Santé, et quand aujourd'hui on parle de santé dans l'hémicycle, c'est la ministre de la Famille qui prend la parole.
Donc on peut légitimement se poser la question de où est la place de la santé aujourd'hui en France et quelle priorité on lui donne. Le temps que le sujet soit pris en main par les pouvoirs publics, puis qu'on ait la première promotion de licence, donc 3 ans, on sera où en termes de technologie de lunettes? Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on anticipe sur les besoins de formation d'opticiens dans 6-10 ans. De quoi on aura besoin comme compétences dans un magasin d'optique pour répondre aux besoins des patients. Si on se contente de revoir finalement la formation d'aujourd'hui, dans 10 ans, on sera dépassé, on sera en train de se dire, bon, quand est-ce qu'on réforme la formation? Donc, il faut qu'on anticipe tout ça, et puis ça nous permettra de discuter avec effectivement tous les autres paramédicaux. Moi, je trouve ça assez incroyable qu'on puisse... aujourd'hui, on est un peu isolé dans d'autres coins. Moi, j'aimerais beaucoup aller discuter avec des ostéos, des kinés. Je dis kinés, sinon je vais les fâcher si je dis ostéo en premier. Avec des orthoptistes, avec des ophtalmos, mais aussi, pourquoi pas, avec des dentistes. On est sur la sphère ORL. Et donc, tout ça, c'est lié. Que vous ne discutez pas avec eux, Mélanie Ordinez? Pas assez. Toujours avec tout le monde, ça y est. Je parle à un mur, moi. Non, c'est la coopération et la coordination. Hein. Bien sûr, moi, je suis comme ça. Non, la coordination, c'est un avenir, dans tous les cas, ça fait partie de tout ce qu'on entend. Des projets, comme disait Hugues, sur l'avenir et tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les conventions, et la coordination, la coopération, et ainsi de suite. Mais il est vrai que, comme tout, on a une volonté et il y a souvent, aussi sur le précédent plateau, des difficultés comme la loi, le RGPD, les ci et là, qui fait que beaucoup de choses sont compliquées. Mais en effet, il faut améliorer, avec la prévention, le dépistage et la coordination, il faut améliorer la communication. Oui, allez. Il y a un autre sujet aussi qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 30% des opticiens qui vont travailler en cabinet d'ophtalmologie. Et donc ça, c'est pas grave. On est même content parce qu'aujourd'hui, ça prouve que les choses se mettent en place. Moi, ça nous fait pas peur que des opticiens aillent travailler. Il y ait des opticiens qui aient une tendance plus professionnelle de santé, d'autres qui vont travailler en magasin en ayant cette casquette professionnelle de santé, etc. Et donc ça, c'est important parce que ça prouve aussi que il va y avoir un besoin de former plus les opticiens si on veut que les ophtalmos continuent de pouvoir travailler avec nous. Je complète. Faisons le débat. Oui. On n'est pas reconnu. Aujourd'hui, on a des difficultés, tu as dit tout à l'heure, sur les salons. Il faut dire qu'on a la profession, à un moment, il faut qu'on assume des mauvais choix qu'on a faits. Et aujourd'hui, quand on est sur les salons de l'étudiant, on est entre le toiletteur pour chien et le réparateur de cycle. On n'est pas avec les autres professionnels de santé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un débat à avoir, un terme aux opticiens, pour essayer de changer ça, de façon à revenir vers les professionnels de santé, à être au milieu d'eux, de façon à ce que quand les jeunes qui veulent faire un métier de santé, qui ne se sentent pas nécessairement de faire 10 ans d'études, puissent avoir finalement le choix de pouvoir faire opticien comme profession de santé. Et je pense que c'est c'est préconisé une passerelle entre nos deux métiers. Oui. Mélanie tourne le dos, mais... Oui, il y avait une passerelle qui devait être aussi organisée. Mais entre le rapport IGAS et la réalité, il y a un monde. Et puis je pense... Intéressant. Oui, mais c'est intéressant dans la filière visuelle, dans ces cas-là, comme vient de le dire Hugues, il y a des liens avec tout. Donc, est-ce qu'on va faire des passerelles maintenant? Il n'y a pas de lien avec les toiletteurs pour chiens. Non, je parlais des kinés et des ORL et des dentistes. À un moment, et moi je l'entends. Oui, qui peut être fait. Moi, je ne pense pas, puisqu'aujourd'hui, je trouve que le discours que vous avez tous les deux le confirme. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau des opticiens, parce que, et je ne l'ai jamais compris, c'est la formation initiale, en effet. Pourquoi ce métier n'attire plus? Pourquoi aujourd'hui, dans mon Parcoursup, quand je fais une journée avec les oraux, j'ai plus de la moitié, ce sont des opticiens qui essayent de devenir orthoptistes. Et bien ça, c'est pas, pour moi, ça c'est ça le problème, parce que opticien est un métier exceptionnel, on en a tous besoin. Et on a envie de travailler. Oui, mais il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui d'aller chercher le métier d'orthoptiste, en fait. Chacun. C'est pas une question d'aller chercher. La passerelle, il n'y a aucun intérêt. La connaissance, vous pouvez la faire dans votre formation initiale, sur certaines parties, nous on peut le faire, et mais des parcelles... Les orthoptistes qui deviendraient opticiens aussi, pourquoi pas aussi. Et c'est un métier qui est attirant aussi, pourquoi pas. La troisième année. Quelle est l'attractivité de votre métier? Les jeunes ont envie d'être, vous recrutez facilement? Oui, on recrute, on est full, mais on a beaucoup de reconversions, et ça, il y a quand même eu un moment où il faut limiter, parce qu'on ne peut pas faire vieillir une profession énormément. Et c'est vrai que la reconversion systématique d'autres professions, ça joue aussi, que ça soit sur les diplômes étrangers, que ça soit sur d'autres professions et ainsi de suite.
il y a un équilibre qui se fait sur un parcours, Parcoursup, la fac de médecine, le diplôme d'orthoptie. On ne peut pas non plus toujours changer cette règle qui fonctionne plutôt bien pour nous. Donc, j'ai beaucoup de sujets à voir avec vous, le temps passe. Alors, les uns et les autres, posez-nous des questions et on va y répondre avec nos invités. Je voudrais vous interroger également sur santé publique. C'était un peu la fin de notre débat précédent. Santé publique, prévention. Que faites-vous, vous, par exemple, les orthoptistes, sur le sujet de dépistage, prévention, etc. Votre rôle, comment vous faites, les consultations? Il est quand même assez important parce qu'on a le dépistage des 9 mois qui est en accès direct, donc sans ordonnance. Les patients peuvent venir amener les petits bouts pour qu'on dépiste. Après, on en a un autre à 2 ans et demi jusqu'à 6 ans. On a les dépistages de bilan visuel entre 16 et 42 ans. Donc pareil, dès qu'il y a un petit doute, on peut venir pour faire un bilan de dépistage. Et puis on a, tout à l'heure, il parlait, le médecin précédent, de la prévention dans les écoles. Et c'est déjà mis en place et c'est en train de s'étaler sur l'ensemble du territoire français. Ça s'appelle le DP2O, c'est un dépistage avec les orthophonistes et les orthoptistes. On est dans les écoles, on dépiste tous les enfants de petite section de maternelle. Et là, vu les annonces des assises, on sera sûrement sur les dépistages pour les 6 ans. Vous avez été impliqué dans ces travaux. On est impliqué, oui, et on va l'être encore plus. Les 1000 jours, ça a changé quoi pour vous? Ça change quoi? Ça devrait être exceptionnel si ça fonctionnait. Malheureusement, l'application ne fonctionne pas tant que ça. C'est bien dommage. C'est super parce que normalement, l'application du 1000 jours, vous rentrez que vous avez un enfant. C'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait. Mais ça fonctionne pas. La répartition des professionnels de santé c'est très compliqué. Mais on nous a annoncé que ça allait reprendre et j'ai beaucoup d'espoir dessus. Je vais vite, je saute d'un sujet à un autre. Le bilan du 100% santé avec vous, par exemple. Il est très bon, le bilan pour les opticiens. Ouais, parce qu'on nous dit que c'est... Non, il y avait vous, il y avait les chirurgiens dentistes, il y a les audioprothésistes. Oui, c'est 3 professions qui ont été... que vous étiez peut-être un peu moins... Non, on est un peu moins efficace que les... Pas du tout, on a été très autres. efficace. Nous, au ROF, on a été les signataires du 100% santé. Aujourd'hui, on est passé à peu près 21% de la population qui a acheté du 100% santé. Donc, c'est des chiffres qui sont même bons. La grosse différence, c'est qu'effectivement, dans l'audio, beaucoup de populations ne pouvaient pas s'équiper à cause du prix. Et nous, dans l'optique, c'était pas le cas. Et aujourd'hui, le prix du 100% santé était plus bas. Donc aujourd'hui, c'était pas non plus forcément. Mais c'est une réussite. Et ça a permis aujourd'hui aussi de pouvoir répondre à certaines populations qui ne pouvaient pas accéder aux lunettes. Et on est passé en France de 76% des Français à 80% d'équipés. Donc c'est pas mal. Vous confirmez ? Je confirme. L'intérêt de vos résultats aussi brillants que votre collègue il se trouve que nous, sur le 100% santé. On n'a pas été Parce qu'il y a signataire. tellement de sujets. On n'a pas été signataire parce que la question. C'était pour ça que je vous pose la question. Mais je vais vous répondre pourquoi. Ouais. C'est ce que vous voulez savoir. Oui. Voilà. Parce que dans le 100% santé, d'abord, on avait détecté qu'il y avait une partie de la population qui avait été mise de côté. Et aujourd'hui, il y a une mission d'information au Sénat sur l'évolution des coûts des complémentaires liés et qui impactent les personnes âgées, qui elles n'ont plus de contrats responsables, qui sont à 95% des contrats et qui sont ceux qui sont impactés qui sont touchés par le 100% santé. Donc ça, on l'avait mis sur la table, pas été pris en compte. On avait mis sur la table aussi la formation. Vous voyez. Une promesse n'engage que ceux qui les croient, et on n'y a pas cru à leur promesse et on n'a pas signé. Puis il y avait d'autres détails, donc voilà. Aujourd'hui, on est à 20%. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît officiellement que la mesure n'avait pas vocation à l'optique. On n'avait pas besoin de cette mesure. On savait déjà prendre en charge tout type de population et qu'en fait, cette mesure servait de variable d'ajustement économique pour l'audio et le dentaire. Il se trouve que les demandes en audio et dentaire étaient telles que l'effort sur l'optique, comme ce n'était pas nécessaire, le résultat, ils ne sont pas là. Donc aujourd'hui, on a effectivement... Réagissez à ce débat que nous vous offrons. Je suis désolé, on va très vite, on saute de... Dites-moi, je voulais peut-être vous, Vincent Dedesse, parler un peu de télémédecine, de téléophtalmologie. Ça, c'est téléexpertise.
Est-ce que l'on doit mettre des cadres? Comment ça fonctionne rapidement? Alors, il y a déjà un cadre, parce que, au moins pour la téléconsultation. Donc, la télémédecine, ça comporte deux choses, la téléconsultation et la téléexpertise. La téléconsultation, aujourd'hui, la HAS a sorti effectivement 2 rapports avec 2 recommandations. Il y en a quand même des règles assez claires, en tout cas déontologiques, également de la caisse. Sur la téléexpertise, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, on a un vrai sujet. On n'est absolument pas opposé à tous ces outils modernes, mais il faut respecter ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire, 1, la pertinence, 2, la territorialité, effectivement, et la continuité des soins. On a d'ailleurs déjà des collègues qui ont été sanctionnés pour pouvoir avoir respecté ce genre de choses, pour avoir fait des ordonnances à un patient à 500 ou 600 km, et on voit aujourd'hui quelques modèles commerciaux qui sont absolument pas pertinents. Et donc, comme disait le docteur Dédé, c'est l'ophtalmologie. Mais pour la téléexpertise, on tend la main aux ophtalmos pour dire on a besoin de travailler sur un protocole et qu'on travaille ensemble pour cadrer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre et le cadre peut apporter de la dérive. Donc là, nous, on a besoin de cadre pour poser ce sujet de la téléexpertise. C'est un vrai sujet hors off et on a envie de le travailler fortement. Le SNAO dit quoi là-dessus? Le SNAO, il est face à beaucoup de dérives sur la téléexpertise. Encore une fois, on nous met un accès aux soins, besoins. Moi, je l'ai encore montré à un ministre il n'y a pas longtemps, je suis à Marseille, j'ai des ophtalmos à tous les coins de rue, j'ai des rendez-vous par chance à peu près à un ophtalmo, mais pas en centre de santé, à des ophtalmos de cabinet d'ophtalmologie dans la journée. On arrive quand même à nous mettre des télécabines chez tous les opticiens du secteur. Donc ça n'a aucun intérêt. On sait aujourd'hui que ce n'est pas quand ça se réfléchit, et ça se réfléchit en prenant tous les acteurs et surtout en analysant tout le territoire aujourd'hui. Mettre une télécabine avec en effet un système de territorialité, avec des équipes coordonnées dans des endroits où il y en a besoin, ça c'est intéressant. Mettre des télécabines à longueur de temps chez l'ensemble des opticiens, il y en a d'un. On ne nous les met pas, c'est des opticiens qui font le choix, donc c'est leur choix. Mais il y a quand même aujourd'hui, il y a quand même un intérêt. On peut parler de Marseille, et j'ai un magasin, donc je sais, mais après, on peut parler de certains endroits en France où il y a un réel souci. C'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça. Et c'est donc là où aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est que dans la téléexpertise, voilà. on a quand même lancé ces téléconsultations absolument partout. Vous en avez là, on nous fait publicité, où vous arrivez, vous pouvez vous installer, l'opticien est là. Et alors, l'opticien, on ne comprend pas trop, c'est pas... Derrière, vous avez des orthoptistes qui n'appliquent pas qui se font enregistrer dans des centres à l'extérieur. Mais orthoptistes, c'est n'importe quoi. Je suis désolée, toujours pour un principe d'accès aux soins. Ce n'est pas que les opticiens en jeu, là. C'est le système en général. Parce que le système... Mais bien sûr qu'il faut le cadrer. Excuse-moi, je te repasse la main, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Mais aujourd'hui, j'accepte la main tendue, mais je pense qu'on a besoin d'un cadre. Et je pense que tous ensemble, les représentants, des opticiens, des orthoptistes, des ophtalmos, de dire stop. Il y a des pratiques aujourd'hui qui sont illégales, qui sont frauduleuses, qui détournent les patients et qui vont faire perdre de la confiance à ces outils modernes. Donc avant de poursuivre, je pense qu'on va avoir besoin, nous, de faire passer le message tous ensemble pour dire ces pratiques-là, c'est interdit, c'est de la fraude. Et je pense qu'on va devoir y aller ensemble. Un protocole, si on veut passer le message aussi. C'est ça aussi, pas forcément mais un protocole entre nos 3 os, quoi. Qu'on se fixe les règles et après on pourra parler de règles. Déjà, je pense qu'on va dire que ça serait intéressant. Ce qui est possible et pas possible. On a déjà des gens qui sont déjà en dehors des clous depuis, il y en a déjà beaucoup. Il y a un très mauvais message aussi qu'on fait passer avec ces systèmes-là. Quand le 100% santé est passé, on a eu, nous, la possibilité de faire des examens de vue qui ont été valorisés à 10 €. Aujourd'hui, on explique quoi aux gens? On explique qu'aujourd'hui, l'examen de vue, il vaut moins 30 €. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces cabines-là sont financées uniquement par l'opticien. Et l'opticien, est-ce qu'il refacture? Non. Parce que ce que vient d'expliquer il n'y a pas très longtemps la ministre de la Famille, heureux que quelqu'un se saisisse du sujet, ça promet d'être sérieux, c'est que, en gros, il n'y a pas de prise en charge. Donc aujourd'hui, l'opticien paye un abonnement, il paye en plus après l'ordonnance, qu'il ne peut pas refacturer, et alors et le matériel. Et donc aujourd'hui, finalement, on nous explique que la consultation, entre guillemets, c'est pas une consultation chez l'opticien, mais après, comme on fait le relais chez l'ophtalmo et qu'il ne voit pas le patient, eh ben, c'est plus que gratuit. L'opticien finance la chose. Pas d'accord. Dites-moi, dans le débat du moment, il y avait aussi les fraudes. Oui, on en parle, puisque vous avez le micro. Lancer le débat? Ah oui, si vous voulez. Mélanie. Alors là, moi, je suis... Mais encore une fois, sous prétexte d'accès aux soins, on autorise, on valide des praticiens qui ne sont pas autorisés dans des cabinets d'ophtalmo. On pratique l'utilisation de certains métiers qui n'est pas reconnu en France. C'est ouvert à tout.
Et alors, il n'y en a pas un ici qui peut dire que c'est mieux, que l'herbe est plus verte chez lui. Hein. Alors là, tout le monde a cette ouverture. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, il y a un système frauduleux qui va 10 fois plus vite que les systèmes réglementaires. Et donc, nous, on a Il y a une des difficultés à les quand même, courir. hein. Je te rejoins sur le fait que l'accès aux soins, on l'a vu avec les centres de santé. Les centres de santé, ça a été une erreur politique. Donc, 2 ministres ont fait un mea culpa un peu minime, on va dire, en disant on s'est trompé, on n'a pas pensé que. Bon, ce qui est un peu dommage de la part de ministres. Hein. Pour moi, ils devraient penser un peu. Mais aujourd'hui, les centres de santé, on a ramé pendant 2 ans en expliquant que c'est un système qui est une boîte noire qui va permettre la fraude et de coter des tonnes de choses. Aujourd'hui, on est en train d'en fermer. On a une 50aine de centres de santé qui ont été fermés ou déconventionnés. On en a encore une centaine qui sont sur la ligne de mire. Oui, je voudrais avoir votre avis sur la loi Katabi. Très bien. La loi de la ministre. Oui, en fait, elle a été portée essentiellement par le SNOF. Alors, on va être transparent. Hein. On a beaucoup échangé. C'est un sujet qui a beaucoup impacté les ophtalmologistes. Et il faut rendre à Thierry Bourg, l'ancien président, qui a été très, très en amont, effectivement, sur ce genre de choses. Et on est tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faudrait même aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, cette loi concerne l'ophtalmologie et le dentaire. Et je pense qu'il faudrait aller même vers les autres spécialités. Le modèle de centre de santé, qui est une boîte noire à facturation, avec un professionnel qui est en capacité de facturer en même temps à 5 endroits différents, n'est plus possible. Aujourd'hui, on doit tracer, effectivement, les actes. Et après, effectivement, on en parlait sur des espèces de fausses téléexpertises, d'achat d'ordonnances d'opticiens, parfois juste... voilà. Je prends, si vous le... C'est important pour les opticiens, parce que, on a, comme disait Mélanie, on est tous touchés. Hein. De toute façon, notre filière est touchée dans ce truc. Et au ROF, en tout cas, le syndicat prend ce sujet très au sérieux et on travaille sur 2 sujets importants. Le premier, c'est sur la blockchain, qui va bientôt sortir, qui va nous permettre de tracer et de vérifier l'achat, la facturation, et que ce problème, comme vous le disiez, sur les ordonnances, les fausses facturations. Et un autre sujet qu'on travaille beaucoup sur les codes de déontologie, et il y a une commission qui travaille et on va essayer d'appuyer ça auprès de notre profession. Sur la fraude, les opticiens ont eu raison de râler. Beaucoup ont râlé sur les contrôles de la DGCCRF et de la CNAM. Ils ont été assez lourds à porter. Les résultats du contrôle de la DGCCRF est assez simple. 6% de fraude. C'est pas plus que n'importe quelle autre filière. Donc aujourd'hui, plutôt que de stigmatiser tous les opticiens en disant tous des fraudeurs, on a plutôt envie de répondre aux attentes finalement des OCAM. Qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est d'avoir l'assurance que ce qu'elles financent, soi-disant finance, sachant que c'est quand même une mutualisation des cotisations des adhérents, ce qu'elles financent correspond bien à ce que l'opticien a commandé au verrier, ce que le verrier a fabriqué, et ce que l'opticien a délivré aux patients. C'est ça aujourd'hui qu'on attend. Si on parle de fraude, la fraude c'est quoi ? C'est augmenter son chiffre d'affaires, l'optimiser ou l'assurer à travers des pratiques non réglementaires. La plus grosse des fraudes aujourd'hui dans l'optique, est-ce que c'est pas de solvabiliser son chiffre d'affaires par la divulgation des données de santé ? Est-ce que c'est pas assurer ses parts de marché en signant des conventions, en acceptant de donner des données de santé alors qu'on sait pertinemment que c'est interdit. La CNIL nous l'a écrit, elle l'a écrit à tout le monde, le L110-4 du Code de la santé publique le dit, les complémentaires le savent, et d'ailleurs le 16 mai, lors de la mission Iacovelli l'ont dit, on voudrait avoir les mêmes données que la sécurité sociale. Ça veut dire qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas avoir les mêmes données, elles le savent tellement que les contrats responsables sont sous le 862-4 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'un allègement fiscal à 13,27 au lieu de plus de 20, précisément pour ne pas avoir les données de santé. Donc aujourd'hui, la fraude repose sur quoi ? Voilà, la question, elle est beaucoup là. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait en proposant une blockchain chez les opticiens, c'est de répondre à leurs besoins et finalement aider les complémentaires à se mettre dans les bonnes pratiques. Et l'information est hachée dans la blockchain. Donc, chers amis, on va terminer, mais dans quelques minutes. Mais j'ai regardé, je remercie Ivo Trenta de m'avoir fait passer pas mal de questions que vous nous avez posées. Donc on va les reprendre. Je crois qu'on a quand même déjà abordé pas mal de sujets. Il y avait une question avant d'en prendre d'autres, une question sur la filière visuelle. Peut-elle adopter des pratiques plus écologiques et réduire son impact environnemental ? Qui répond ? Mais alors, je vous pose des questions, vous répondez très vite. Ah bah très vite. La filière optique s'est emparée du sujet. Il y a une association qui s'appelle le Conseil interprofessionnel de l'optique. On travaille les distributeurs et les fabricants en main dans la main sur ce sujet. On travaille fortement. Nous sommes dans des réunions communes où là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le recyclage, le réemploi. Et ça
avance très vite et dans quelques mois, vous aurez des propositions qui vont arriver. Vincent on travaille Delès, sur notre peut-être. impact, etc. On a abordé le sujet avec votre confrère Sur la tout à l'heure. chirurgie, mais effectivement, on est très en avance pour réduire justement les déchets et ce genre de choses dans le terme de chirurgie. Et la solution d'aller vers le patient, en fait. Aujourd'hui, c'est en termes de carbone, c'est beaucoup mieux que finalement le professionnel de santé se déplace plutôt que le patient se déplace chez nous. En fait. Alors, il y a beaucoup d'interrogations après notre débat. C'est aussi la première partie, je crois, et avec vous maintenant sur les soins, notamment pour les jeunes enfants, la pédiatrie. Une solution, avez-vous une solution? Mais une solution en 2 minutes. Une solution pour les déserts médicaux, particulièrement pour la pédiatrie. Alors peut-être vous. Eh ben, en discutant sur ça, je réalisais qu'il faut qu'on reprenne notre travail avec Vincent Delès, parce que il n'y a pas longtemps, on a dit que la solution, c'était réellement le travail de coordination et de communication. Sincèrement, je pense qu'entre ophtalmo et orthoptiste, on a tous les clés en main pour prendre en charge l'ensemble de la pédiatrie. C'est juste, encore travailler un petit peu sur la communication, mais je ne me fais pas trop de soucis sur ça. Le dépistage visuel chez les enfants est une mesure qu'on avait portée, on n'était pas opposé, très clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dépistage dans les écoles est devenu le parent pauvre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des expériences. Ça existait, mais il n'y a plus. Et je pense qu'il faut qu'on le redéveloppe, en fait, clairement. Ce qui est intéressant, c'est que vous proposez un travail en commun, mais nous, on peut s'associer, parce que nous, qui va délivrer l'équipement derrière? On est d'accord. On est là pour équiper les enfants, et on sait bien faire s'occuper des enfants. Mais c'est un très bon sujet. Tout le sujet, en Donc, on peut effet, s'inclure mais dans votre je n'ai pas l'impression coopération. qu'il y ait des soucis d'équipement chez l'enfant. Donc, en fait, c'est un vrai sujet, l'enfant. Ah, c'est un vrai sujet, c'est important. Parce que, d'accord, mais je veux bien toujours parler des 3 autres. Mais là, on est en train de parler donc d'un soin et de dépistage chez l'enfant. Oui, et après, d'équipement. Alors, je veux bien que toujours on fasse une grande Ça famille. fait partie d'une solution pour la pédiatrie, ce qu'on dit. Mais la solution n'a jamais été un problème, que quand il y avait une prescription, on n'a jamais eu de retour, de problème, on parle de strabisme, on parle de chirurgie, on parle de champ. Et en effet, tout à l'heure, on a parlé de lentilles de plus en plus précoces. Mais cette partie-là, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui en France, ils ont des difficultés à s'équiper. Ils ont des difficultés à se faire prescrire des équipements. Quand on regarde la question dans les déserts médicaux, etc., oui, on parle toujours. Ça va se lier. Ah bon, alors si maintenant les opticiens ne sont pas dans les déserts médicaux, je suis ravie de le Il n'y a savoir. pas de déserts médicaux chez les opticiens. C'est bien ce que je dis. dire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème Ce d'équipement. que veut dire Jean-François Porte, c'est que comme il n'y a précisément pas de déserts médicaux, médical d'ailleurs en l'occurrence, ou médicaux, ça dépend, il y a plusieurs déserts médicaux chez les opticiens, appuyez-vous plus sur nous. C'est des choses, on sait faire, travaillons ensemble, réfléchissons ensemble sur la façon... Parce que en ne faisant pas ça, il se passe quoi? Rassurez-moi, vous aimez tous les enfants, c'est bon. On avance sur... Je suis content qu'ils partent de la maison, donc... Dites-moi, autre question quand même. Oui, alors, j'ai interrogé Vincent Delès sur la convention, on ne peut pas là en 1 minute travailler ça. Je me suis posé la question, chère Mélanie Ordinès, quelle incidence cette nouvelle convention médicale a sur vous? Nous, pour cette convention, pour l'instant, elle nous convient. On est plutôt content, en effet. Moi, en interpro, la partie un peu médecin G, parce que à un moment, on sait que ce sont une profession sur lesquelles on a besoin de s'appuyer. Sur l'autopsie, on est cité parce qu'en effet, on devient officiellement des professionnels de santé qui peuvent adresser chez le pédiatre ou d'autres professionnels et qui vaut une rémunération un peu plus élevée pour le médecin. Et donc, ça nous fait plaisir de voir qu'on est des professionnels de santé sur qui on peut faire confiance. Vous nous avez posé beaucoup de questions sur la téléconsultation. Je pense qu'on a à peu près répondu. Sur la fraude, on ne va pas y revenir. Vous avez pas mal répondu. Sur l'écologie, je crois qu'on en a un petit peu parlé. L'intelligence artificielle, je ne sais pas s'il faut y revenir, mais je crois qu'on a évoqué cette question. On a quand même beaucoup parlé de formation et de compétences. C'était également les questions que vous souhaitiez que nous abordions. Peut-être, donc, sur la collaboration interprofessionnelle, je crois qu'on en a parlé. Peut-être une question sur la rupture de médicaments, peut-être pour vous. Est-ce que vous connaissez ça, la rupture de médicaments? C'est un vrai sujet. La filière visuelle, que ce soit, entre guillemets, par ses composantes des 3 O ou les fabricants, aujourd'hui, on a des vrais leaders mondiaux de fabricants de flacons, d'unidoses. On a des laboratoires aujourd'hui qui sont des vrais leaders dessus, qui sont en véritable difficulté. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'industrialisation en France et qui ne sont pas assez soutenus. Aujourd'hui, les produits français ophtalmologiques, en fait, sont des tarifs qui sont plus acceptables pour les fabricants. Ils sont obligés de les vendre ailleurs. En fait, aujourd'hui, on a des discordances de tarifs qui deviennent très importants entre 2 et 3 dans l'Europe, entre les différents pays d'Europe. Dernière question, peut-être sur la reconnaissance de l'opticien dans les cabinets d'ophtalmologie. C'est peut-être pour vous ça. En fait, elle est déjà là. Il n'y a pas de sujet. En fait, les opticiens font déjà partie, effectivement, aujourd'hui, de la convention collective dans les cabinets d'ophtalmologie. Enfin, de cabinets médicaux
médicaux en fait. Je vous propose de terminer notre entretien. Le temps imparti est terminé, mais peut-être un dernier message chacun. Mais on commence par vous, Mélanie. Un dernier message à celles et ceux qui nous regardent, ce qui vous paraît important. Quelles sont vos actions pour les mois et les années qui viennent, vos priorités? Priorité, l'accès direct pour l'ensemble de notre art, parce que de toute façon, avec tout le respect que j'ai pour justement les médecins généralistes, les ordonnances d'orientation faites par des télécabines pour venir faire des bilans orthoptiques, ça ne nous sert à rien. Donc il faut nous faire confiance. Et puis notre place sur la partie de la pédiatrie, des troubles neurodéveloppementaux. Ça, j'allais dire, c'est à la mode, ça aussi, mais enfin, au bon sens du terme. Hein, non, mais c'est parce que c'est vraiment une évolution sur ça, et donc ça devient urgent. Et puis sur le vieillissement de la population et notre place aussi pour ces personnes-là. Jean-François Porte, votre mandat, futur mandat, il sera réussi. C'est ce que j'allais dire. Mon mandat démarre. Si je réussis à porter avec un CA, avec des administrateurs derrière, et c'est vraiment un programme qui est dédié aux opticiens, pour les opticiens, mais les opticiens aussi dans une filière, et ça, moi, j'y tiens. Et le rassemblement, on a ce mot dans le titre de notre syndicat, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime, moi, depuis toujours, rassembler et travailler pour, au final, le patient qui attend de nous d'avoir une bonne entente. Voilà, et peut-être que les jeunes reviennent à nous parce qu'on a un super métier. Voilà, Hugues Verdier-Daviou, excusez-moi, président de la FNOF. Exactement. Voilà, je termine bien. F pour fédérer. Voilà. Donc l'idée, c'est de fédérer les 3 O, qu'on puisse travailler ensemble et travailler en 3 O, pas les opticiens mis de côté, en vulgaire distributeur d'équipements. Aujourd'hui, je crois qu'on a acquis une compétence. Demain, avec la réforme de la formation, ça ira encore mieux. Il faut juste qu'on arrête de se disperser partout. On n'a pas besoin d'un certain nombre de nouveaux relais de croissance. On est partout sur le territoire. Les magasins physiques peuvent agir très très vite. Et je pense que en améliorant les échanges, en sécurisant les échanges, on n'aura pas de soucis. C'est un sujet qu'on porte avec Vincent. On travaille un peu et qui va être élargi. Voilà, et Vincent va conclure cette table Je ronde. rejoindrai, effectivement, on travaille ensemble, c'est les 3 O. On a transformé la filière visuelle et l'accès aux soins s'est amélioré grâce aux 3 professions. Il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Sécuriser effectivement les échanges et le parcours et expliquer maintenant aux patients. C'est un peu devenu compliqué. On a vraiment besoin d'expliquer aux patients qui fait quoi, et c'est un des gros sujets qu'on portera bientôt sur la définition du cabinet d'ophtalmo, comme de l'opticien ou de l'orthoptiste. Madame, messieurs, merci beaucoup, et réfléchissez les uns et les autres à cette phrase pour reprendre Sénèque: il n'est de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ça peut être notre mot de conclusion et une petite réflexion philosophique. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous et nous remercions les partenaires qui ont organisé ces débats et ce grand débat de la filière visuelle, évidemment Point Vision, Essilor et Johnson & Johnson. Il faut y associer toutes les équipes qui ont travaillé à la réussite, je crois, de ce grand débat, de ce deuxième grand débat de la filière visuelle. J'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Merci. Merci Pascal. Bonsoir à tous et à toutes. Merci.